La moitié d'un héritage fabuleux va servir une entreprise totalement dévastatrice. Marcel Bruckmann pourra-t-il en protéger la cité idéale du docteur Sarrazin, l'autre héritier? Le roman Les 500 millions de la Begum s'ouvre en Angleterre dans un hôtel de Brighton. Nous y découvrons un honorable savant français, le docteur Sarrazin, alors en séjour dans cette ville afin de participer au congrès international d'hygiène. Ce bon docteur, chercheur infatigable, consacre en effet sa vie dans des recherches destinées à améliorer la vie de ses semblables. Quel n'est pas son étonnement lorsqu'un homme de loi anglais vient lui annoncer qu'il est l'unique héritier d'un lointain et oublié grand-oncle, veuf de la richissime Begum Gokul de Rajinabra au Bengale. Une fortune hallucinante de 527 millions de francs. Son émotion est de courte durée. Ses yeux se mirent à briller d'une flamme pure. Pour le docteur, cet argent n'est pas à lui, mais à la science. Il veut concrétiser un rêve. Partant du constat que l'une des causes principales de maladie est liée aux conditions hygiéniques déplorables dans lesquelles la plupart des hommes vivent en s'entassant dans des villes dont les demeures sont souvent privées d'air et de lumière, il se propose de consacrer cette fortune à la création d'une cité hygiénique modèle. Le premier geste du docteur est d'écrire à son fils, Octave, alors étudiant à Paris. Octave Sarrazin n'est pas ce qu'on peut appeler proprement un paresseux. C'est un caractère indécis, un de ces esprits qui se contentent d'une certitude incomplète et qui vivent toujours dans l'à peu près. La chance d'Octave est d'être sous l'influence d'un ami et camarade d'études avec lequel il partage une chambre dans Paris, Marcel Bruckmann. C'est l'exact opposé d'Octave. Ce jeune Alsacien, orphelin et sans fortune, est fait de volonté et de courage. Et la séparation de l'Alsace-Lorraine depuis la guerre de 1870 ne fait que renforcer sa détermination dans son désir de réussir. Sans Octave, qui l'emmène en vacances chez ses parents, Marcel n'eut jamais mis le pied hors des murs du lycée. La famille du docteur Sarrazin devint ainsi bientôt celle du jeune Alsacien. Un demi-milliard! Un demi-milliard! Répète Octave Sarrazin en lisant la lettre de son père. Cela fait au moins 25 millions de rentes. Quand mon père ne m'en donnerait qu'un par an comme pension, que la moitié d'un, que le quart d'un, je serais encore très heureux. Quelque chose me dit, mon pauvre Octave, dit Marcel, qu'il eût mieux valu pour toi que ce gros héritage fût réduit à des proportions plus modestes. J'aimerais mieux te voir avec 25 000 livres de rente qu'avec cette montagne d'or. Mais coup de théâtre! Un second héritier se révèle en la personne d'un inquiétant professeur de chimie de l'université d'Iéna en Allemagne, le professeur Schulze. À vrai dire, si ce professeur allemand réclame cette succession, c'est surtout pour l'arracher des mains françaises. L'idée qu'un prétendu savant français pourrait employer cette fortune au service des idées qu'il considère comme farfelues le met hors de lui. Vous l'avez compris, le professeur Schulze déteste les Français, entre autres. D'ailleurs, n'a-t-il pas prouvé dans le cadre de ses nombreux travaux comparatifs sur les différentes races humaines que la race germanique devait les absorber toutes? Grâce à de savantes et longues tractations menées par le notaire, dont je vous laisse découvrir les tenants et les aboutissants en lisant le roman, un compromis est signé entre les deux héritiers permettant le versement à chacun de 250 millions de francs et une commission de 27 millions au notaire et à un comparse banquier qui fêteront le soir même au champagne cette très profitable affaire. 5 années plus tard, les deux héritiers réalisent leurs villes idéales à quelques dizaines de kilomètres de distance l'une de l'autre. Aux États-Unis,
non loin du littoral de l'océan Pacifique, au sud de l'Oregon. La ville du professeur Schultz se nomme Stahlstadt, la cité de l'acier. Véritable industrie militaire au sein de laquelle plus de 30 000 ouvriers et ingénieurs mettent au point des canons fantastiques grâce notamment à un acier spécialement inventé par Schultz. Une cité dont tous les pouvoirs sont concentrés dans une seule main, celle du professeur. Évocation du fabricant allemand de canons, le célèbre Alfred Krupp. Les objectifs réels du professeur allemand sont encore secrets. Mais sa cité est suffisamment inquiétante pour qu'un homme décide d'y pénétrer afin de comprendre ses mystères. Cet homme est Marcel Bruckmann, l'ami d'Octave Sarrazin. Marcel arrive à se faire engager comme ouvrier dans l'usine. Au bout de plusieurs mois, grâce à son courage, à sa patience et à son intelligence, il se fait remarquer de ses supérieurs dans le but de monter en grade et enfin d'être promu au bloc central, le cœur névralgique de Stahlstadt. Progressivement, ses exceptionnelles compétences lui permettent de devenir l'assistant direct du professeur Schultz. Celui-ci finira par lui faire découvrir son projet terrifiant, celui de détruire Franceville, la cité idéale du docteur Sarrazin, grâce à un seul canon d'un diamètre de 1,5 m et des obus d'un genre nouveau. Avec un plaisir manifeste, le professeur Schultz révèle à Marcel les propriétés terrifiantes de ces projectiles, capables de porter l'incendie et la mort sur toute une ville en la couvrant d'une averse de feu et pouvant tuer d'un coup 100 000 personnes. Marcel est horrifié par ce qu'il découvre. Le comble de l'horreur est atteint lorsque Schultz lui annonce que dans 8 jours, à 11h45, il fera usage de cette arme effroyable sur Franceville qui sera alors rayée de la carte. Voilà, reprit-il du ton le plus dégagé. Nous faisons ici le contraire de ce que font les inventeurs de Franceville. Nous cherchons le secret d'abréger la vie des hommes, tandis qu'ils cherchent, eux, le moyen de l'augmenter. Le roi de l'acier, se tournant vers Marcel, le regarda alors bien en face. Celui-ci ne baissa pas les yeux devant ce regard qui avait pris une dureté métallique. Peut-être auriez-vous dû tenir ce plan absolument secret, dit Marcel. Mon cher, répondit Herr Schultz, décidément vous ne serez jamais logique. Ceci me fait moins regretter que vous deviez mourir jeune. Vous avez voulu connaître mon secret, dit Herr Schultz. Vous le connaissez, il ne vous reste plus qu'à mourir. Marcel arrivera toutefois à s'évader de Stahlstadt pour aller prévenir Franceville et tenter d'organiser une résistance. Mais avant même que le terrifiant obus ne soit tiré, Marcel a une révélation. Quelques rapides calculs confirment son intuition. La science de Schultz va être mise en défaut. « Venez !» s'écria Marcel au docteur Sarrazin et aux responsables de Franceville. Et tous le suivirent sur la grande place. 11h45 sonnèrent à l'horloge. 4 secondes après, une masse sombre passait dans les hauteurs du ciel et, rapide comme la pensée, se perdait bien au-delà de la ville avec un sifflement sinistre. « Bon voyage !» s'écria Marcel en éclatant de rire. Avec cette vitesse initiale, l'obus de Herr Schultz, qui a dépassé maintenant les limites de l'atmosphère, ne peut plus retomber sur le sol terrestre. Et oui, obsédé par ce désir de puissance, le professeur Schultz a oublié qu'avec un tel canon, son obus est si rapide qu'il se met de lui-même en orbite autour de la Terre, devenant ainsi inoffensif. Schultz n'est cependant toujours pas désarmé et après un tel échec, il ne peut que préparer une revanche. Mais une nouvelle étonnante, inattendue, incroyable est annoncée quelque temps plus tard à la bourse de San Francisco. Stahlstadt, la ville appartenant à Schultz, est en cessation de paiement, provoquant une réaction en chaîne de faillite de plusieurs sociétés qui avaient des liens économiques avec Schultz.
Comble de l'étrange, le professeur a disparu sans laisser de traces. Stahlstadt est progressivement abandonnée et devient une ville morte. À Franceville, cette nouvelle intrigue au plus haut point. Est-ce une ruse de guerre? Pour Marcel, ce mystère qui environne Stahlstadt, devenue déserte, est désagréable. Il décide de retourner dans la cité de l'acier. Mais une telle entreprise n'est pas sans danger et peut être assimilée à une descente aux enfers. Schultz n'est pas un homme à disparaître impunément pour les autres et en ayant droit, se dit le docteur Sarrazin, de redouter quelque arrière-pensée d'un tel personnage. Marcel propose de ne pas y aller seul, mais avec Octave, assurant que celui-ci est désormais un brave garçon et qu'une telle promenade lui fera du bien. Dans un parcours hallucinant que l'on peut qualifier d'initiatique, nos jeunes héros devront franchir des enceintes, traverser une ville déserte et silencieuse, faire sauter à l'explosif la porte d'entrée du bloc central. Enfin, après avoir atteint le cœur de Stahlstadt, ils découvrent un passage secret permettant d'atteindre le cabinet de Schultz. Ce qu'ils y découvrent est absolument extraordinaire. Mais je vous laisse bien entendu apprécier par vous-même la vision fantastique qui se dévoile à nos héros et la clé de l'énigme en lisant cet incroyable roman. Je me dois toutefois de vous révéler que ce roman n'est pas totalement de Jules Verne. Et oui, l'idée de cette aventure revient tout d'abord à Pascal Grousset. Journaliste engagé en politique, il a été condamné quelques années plus tôt pour sa participation dans la Révolution de 1870 et son implication dans la Commune. Après une évasion spectaculaire, Pascal Grousset se réfugie en Angleterre. Pour l'aider financièrement, Hetzel achète son manuscrit et propose à Jules Verne de l'adapter et de le réécrire afin de le soulager dans sa production annuelle des voyages extraordinaires que lui impose son contrat d'édition.